Posé sur une colline, avec vue sur les montagnes, le château fort de Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques, est un merveilleux point de départ pour découvrir la Soule. La Soule, c'est la plus petite, la moins peuplée des 3 provinces basques françaises, mais c'est sans aucun doute celle qui a le plus de personnalité. Au programme, aujourd'hui, une magnifique randonnée à travers la forêt d'Irati jusqu'au sommet, dans des paysages qui racontent l'histoire ancestrale des hommes avec ce territoire. La culture basque s'affirme avec force ici, notamment à travers la musique et la danse soultine pratiquée dans tous les villages et par toutes les générations. Enfin, nous verrons comment de jeunes entrepreneurs redonnent des couleurs, au propre comme au figuré, à la sandale dont Mauléon est la capitale, l'espadrille, cap sur la Soule, enivrant Pays basque. La Soule, qui marque la frontière avec le Béarn, est la province basque française la plus sauvage, notamment dans sa partie montagneuse. Pour profiter au mieux de ces paysages, comprendre leur singularité, rien de tel que de partir en compagnie de Robert Larandabourou, un enfant du pays. La randonnée commence dans l'une des plus grandes hêtraies d'Europe, la forêt d'Irati. Longtemps inaccessible et peu exploitée, Irati est ce qu'on appelle une forêt primaire, sans grand changement depuis sa naissance. Il y a une ambiance tellement particulière dans cette forêt, Robert, et cette ambiance, on la doit à ces arbres, à ces hêtres. Ah ben oui, tu sais qu'on est ici dans une des plus grandes forêts, ou la plus grande forêt de hêtres en Europe, hormis le RSS évidemment. Et alors, c'est un arbre qui monte haut, à quelle hauteur? 30-35 mètres, tu vois, tranquille là, tu vois. Et tu sais pourquoi il monte? Je sais pas, il va chercher la lumière, j'imagine. Exactement, Ah ouais. exactement. Il va chercher de la lumière, c'est pour ça qu'il va très haut, et pour leur survie, quoi. Et alors, du coup, en dessous, là, dans cette forêt, il y a des magnifiques mousses, mais il n'y a pas de ronces. Ça aussi, c'est les bienfaits du hêtre? Eh bien, c'est une des particularités, si tu veux, de la forêt de hêtre, de la hêtraie sapinière, exactement, avec des sols vraiment très, très propres, tu vois. Et ce petit lichen-là, en fait, c'est parce qu'on est dans des faces très, très humides. Tu sais qu'ici, on a la brise marine qui rentre de l'Atlantique jusqu'ici, chargée d'humidité, et qui te donne donc un petit peu... T'es en train de me dire qu'il pleut un peu ici, c'est ça? Non, pas plus qu'ailleurs, pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs au Pays basque. Exactement. Mais tu vois, on retrouve des forêts très, très, très propres. Cela dit, visuellement, regarde si c'est beau. On admire ces grands hêtres, mais là, ces petites mousses. Quel artiste quand même, la nature. Hein. Mais je crois qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, tout est beau. La preuve. Elle occupe une grande superficie, cette forêt d'Irati. Énorme, si tu veux, 17 000 hectares. Je ne sais pas si tu t'imagines. Quel changement d'ambiance, Robert. On sort des sous-bois et là, tout d'un coup, les paysages s'ouvrent. Mais c'est un petit peu normal, on sort de la face nord pour passer en face sud avec un paysage extraordinaire, hein, comme tu l'as devant toi, quoi. Hein. Et alors cet endroit ici, c'est quoi? Ça a des noms? Oui, alors on est au-dessus du col d'Orgambideshka, au pic même. Et Orgambideshka qui voulait dire le petit chemin des charrettes. Parce que déjà, il y avait une vie, tu vois. On est là, mais il y en avait d'autres qui étaient avant nous.
on est un peu dans la charnière entre les douces collines et montagnes quand même, du Labourd, de la Basse-Navarre, pour arriver au Béarn, qui est tout proche, avec ses pointes acérées, les pics d'Ansaber, Ragny, etc. Ah oui, il y a le pic d'Agny là-bas. Et voilà. Et en face, un sommet un peu pointu, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est notre emblème un petit peu. C'est l'emblème de beaucoup de Basques, c'est le pic d'Ori. C'est le premier 2000 à partir de la côte, tu vois. Dis donc, mais c'est pas un vautour là-bas? Ah, ben, attends. On a vraiment une chance exceptionnelle. C'est un gypaète barbu. Non. Un gypaète barbu. On le reconnaît, voilà, la queue cuniforme, là, comme ça, son poitrail un petit peu orangé. C'est un des plus grands rapaces. Et puis, il fait quoi? Presque plus de 2 mètres d'envergure, non? Voilà, il n'est pas loin. Il se partage un petit peu le territoire avec d'autres, les vautours fauves, qu'on retrouve un petit peu partout ici. Tu sais pourquoi? Non. Mais tout simplement parce qu'ils ont le garde-manger en dessous, les brebis. Ah ouais. Et quand il y en a une qui meurt, il faut un véritable rôle écologique de fossoyeur, il nettoie tout. Quand on marche, on se rend compte que bien sûr, ça fait des choses dans le corps parce qu'on utilise les muscles, mais ça fait aussi pas mal de choses dans la tête. Mais c'est une forme de voyage, si tu veux. Tu as le voyage physique, comme tel qu'on le fait là, et puis tu as surtout le voyage intérieur, je dirais. La montagne, il faut qu'elle te remplisse à l'intérieur, hein, pas qu'à l'extérieur, parce que quand tu vas marcher, c'est d'abord pour toi, et tu t'en plais plein les mirettes, évidemment. Et en plus, ça demande une certaine humilité parce qu'il faut s'ouvrir à ce monde extérieur pour se remplir. C'est ça que tu es en train de me dire? Tout à fait. Et puis, pour s'ouvrir complètement, je crois qu'il y a un des paramètres qui me paraît essentiel, c'est savoir se taire pour mieux écouter. Pour mieux écouter la nature. Ah, j'entends le vent et la montagne qui chante, les sonnailles, les cloches. Voilà, et ça, tu peux brebis. que le faire justement quand tu es en osmose un petit peu avec la nature, un peu avec la montagne, tu vois. Et donc, pour être complètement dedans, il faut savoir marcher un petit peu en silence. Et c'est fabuleux. Comme dans tout le Pays basque, la Soule a toujours revendiqué et pratiqué une certaine forme d'indépendance. Cela s'explique par une histoire et une culture qui ont créé un fort sentiment d'appartenance. En rejoignant le petit village de Larot, Éric va découvrir que cette identité ne s'exprime pas seulement à travers la langue, mais aussi dans les arts. Johan, en entendant la musique, je me disais, il y a au moins 2 musiciens et surprise, tu es tout seul. Comment s'appellent ces instruments? Alors ça, c'est le tune-tune. Donc c'est un tambourin à cordes qui permet de donner le rythme, donc c'est une percussion. Et ici, on a la tchulula, flûte à 3 trous des Pyrénées, répandue dans tous les Pyrénées, et qu'ici on joue, voilà. Elle est un peu aiguë, c'est fait pour jouer à l'extérieur, voilà. Alors comment tu as appris ce morceau en lisant des partitions? Non, pas tout à fait. Donc nous, on apprend, la transmission se fait de façon orale chez nous. L'avantage, c'est que nos musiques, la plupart de nos musiques sont des musiques à danser. Donc en étant danseur ou étant dans le milieu de la danse, on connaît déjà les mélodies à l'oreille. Donc on essaie de les reproduire avec la tchulula au départ. Et en fait, ça se construit comme ça. C'est-à-dire du solfège, tu n'en as jamais fait, quoi, ça veut dire ça? Non, voilà, c'est ça. Et alors ce morceau, j'imagine qu'il se joue dans des situations particulières, lesquelles? Voilà, là, je vous ai présenté le bralé. Bralia, c'est le branle qui se donne pendant les mascarades, qui est le carnaval local. Donc c'est la danse qui permet aux carnavaliers, aux mascaradiers d'inviter les gens à danser, notamment les filles, à danser avec eux. Nul ne sait à quand remonte la tradition des mascarades au Pays basque.
Tous les ans, de janvier à avril, ce carnaval itinérant passe de village en village. L'occasion pour les jeunes de se défier symboliquement à la danse et au chant. C'est ainsi que Joagne a découvert sa vocation pour la danse. Son apprentissage a commencé ici, dans l'école de danse de l'Arrault. Tu avais quel âge quand tu as commencé à l'école? Moi j'avais 8 ans. On a commencé à 8 ans et l'école de danse a été créée en même temps. J'étais la première génération. Alors, à cet âge-là, généralement, on va faire du foot, du rugby. Pourquoi la danse? La danse, c'est d'abord une question de copains en fait. Voilà, on était une bande de copains déjà, et la dynamique de village aussi. On était ici, la famille, etc., qui nous a incités à... C'est naturel, quoi. C'est naturel, ouais, voilà. C'est le premier noyau, en fait. La danse, c'est le village. Donc, la première chose, avant d'aller au foot à Mauléon ou à Tardets, qui est très loin, on démarre ici. La première activité se fait dans le village. C'est la base de notre culture au Pays Basque. C'est à partir de la danse, à partir du groupe de danse, que se créent des événements, que se créent les rites, les événements culturels. En 2015, Joagne a créé Kaoté Ballet avec une ligne directrice. Rester fidèle aux racines tout en insufflant de la modernité. Ce soir-là, le groupe répète un spectacle qui raconte la naissance de la pelote basque. En Soule, la danse traditionnelle est un art populaire vivant, massivement pratiqué par les jeunes. Est-ce que tu pourrais me définir un peu les grandes lignes de la danse soultine? C'est un mélange de danse traditionnelle ou danse populaire avec une base de saut. Le saut qui est sur toutes les Pyrénées en fait. Là, il y en a du Labour jusqu'en Bigorre. Ce qui me frappe, c'est que là, il y a des sauts avec des entrechats qu'on verrait parfaitement dans un ballet classique de chez classique, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ça a été remixé en Soule parce que pour avoir travaillé avec des danseurs classiques, on a souvent comparé et on n'est pas sur les mêmes corporalités, en fait. On est plus dans le sol, nous, on est plus dans la tonicité quand ils sont dans l'amplitude, mais on retrouve les mêmes noms, les mêmes expressions pour parler des pas. On a des tombés, on a des mouchetés, on a des fouettés. C'est rigolo. C'est très athlétique, hein. Moi, je suis assez impressionné quand même. Oui, il faut faire attention parce qu'on est toujours sur du saut et très tonique aussi. Il faut savoir que la danse souletine, c'est comme des notes en fait. On a des pas et on compose tout le temps en fait. Il y a plus de 800 pas qui ont été répertoriés différents et on peut en créer. Donc c'est de la création permanente en fait. Et ça correspond à une personne, ça correspond à un village, à une école. C'est tout le temps en train de bouillonner, de créer en fait. Alors explique-moi, Joagne, qu'est-ce que tu fais avec ce verre? Alors là, on va donner la danse du verre. Qu'est-ce que c'est? Donc la danse du verre, c'est une des danses de la mascarade, donc du carnaval. Et le principe, c'est chaque danseur va aller sur le verre et va essayer de danser autour du verre, donc à danser le plus proche du verre sans le renverser. Et la danse ici, elle a beaucoup de sens parce qu'elle a, ce qu'on disait, voilà, elle a cette partie de création artistique qui est importante, cette cohésion sociale, ce lien avec la culture basque, avec la langue qui est essentielle. C'est vivant et ça permet de donner du sens à nos vies ici, en Soule et même sur le Pays Basque. Impossible de venir en Soule sans faire un détour par Mauléon-Lichard, la capitale de l'espadrille française. À partir de la fin du XIXe siècle, la ville a en effet connu une grande prospérité grâce à la fameuse sandale en toile à la semelle tressée. Alors qu'est-ce qui explique le succès, notamment au siècle dernier, de cette espadrille?
Alors au siècle dernier, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout la mode qui a attiré l'espadrille vers le haut. C'était perçu comme une chaussure de travail dans le nord de la France. Dans le nord de la France? Exactement, dans le nord de la France. Ça paraît très bizarre, quand on connaît les normes de sécurité aujourd'hui, d'imaginer une espadrille de sécurité pour descendre en fait dans les mines du nord de la France, pour une bonne et simple raison, c'est que dans les mines, il y a les risques de coups de grisou, et les coups de grisou, ça se déclenchait par des étincelles, et les espadrilles, étant en fait en semelle de corde, ne faisaient pas d'étincelles. Donc les mineurs descendaient dans les mines en espadrille. Alors ça signifie que vu la demande qu'il y avait dans le nord, ça a boosté entre guillemets la production ici. Eh bien, c'est une explosion même, puisque en fait, c'était des wagons entiers d'espadrilles qui partaient là-bas, puisqu'un mineur en utilisait une paire par semaine. Et donc forcément, quand on se rappelle de l'importance de l'industrie du charbon et de tous ces ouvriers qui descendaient au fond des mines, tous ces mineurs, ils descendaient en espadrille. On peut dire qu'il y a une période où ici, quasiment tout le monde fabriquait de l'espadrille. Quand on regarde un peu les portfolios de l'époque, quand on récupère des photos, on a l'impression, et je pense que c'était le cas, que dans toutes les maisons, il y avait de la fabrication d'espadrilles. Alors c'était pas forcément 100% du travail, mais un travail complémentaire et qui venait augmenter les revenus des familles. Et donc hommes, femmes, même les enfants faisaient des espadrilles, faisaient un peu de couture ou peut-être un peu de coupe. Enfin, il y avait vraiment toute une industrie, plus toute la vie sociale autour qui tournait autour de l'espadrille. À partir des années 80, la concurrence étrangère a envahi les marchés avec des produits à bas prix. Aujourd'hui, sur 12 millions de paires d'espadrilles vendues chaque année en France, 9 sont importées des pays asiatiques. Ceux qui résistent ont choisi de miser sur la qualité et l'innovation. C'est le cas de Mathieu, cofondateur de la marque Art of Soul. Pour fabriquer leurs espadrilles, ils ont choisi de faire appel au savoir-faire de l'atelier familial Mégane. Salut Armand. Bonjour. Alors explique-moi exactement ce que tu es en train de faire. Mais là, je suis en train de découper de la toile avec les emporte-pièces. Là, on a l'emporte-pièce du devant, ce qui nous fait le devant de l'espadrille. Et ensuite, là, je coupe le talon. Le talon d'espadrille, ce qui fait qu'avec 2 morceaux, voilà. En fait, il n'y a que 2 morceaux de tissu. Pour faire un pied, donc il en faut 4, en fait. En fait, dès ton enfance, tu as été baigné dans ce monde de l'espadrille, toi. Ah, mais depuis tout petit, parce que voilà, mon grand-père avait fondé la société dans le sous-sol de la maison. Ma mère est travaillant là et moi ayant l'école juste à côté. Mais en fait, dès que je rentrais de l'école, j'étais dans la société d'espadrille, en attendant que ma mère finisse de travailler pour rentrer à la maison. Donc j'ai aidé à couper un peu les fils, à mettre des élastiques, voilà, j'ai toujours baigné dans ce monde de l'espadrille. Il y a une histoire ici, il y a un savoir-faire, j'imagine que c'est ça que vous êtes venu chercher. Alors quand on s'est rencontrés la première fois avec Armand et sa maman, avec Julien, on n'était pas venus pour faire des espadrilles. Mais c'est cette rencontre qui a tout changé. Alors vous étiez venu pourquoi? On était venus pour chercher des idées, pour fabriquer d'autres choses. Il y avait du textile, on savait qu'il se passait des choses à Mauléon. Et on a rencontré, par l'intermédiaire d'une autre personne ici à Mauléon, la famille Marza. Et là, on a eu un déclic parce qu'on a trouvé effectivement un super savoir-faire qui perdure, qui a lutté contre tout, et des idées et l'envie de faire plein de jolies choses. L'aventure Art of Soul commence en 2008 avec le parti pris de proposer des petites séries. Très vite, leurs espadrilles se font remarquer par leur originalité dans le choix des tissus. En jouant à fond la carte du Made in France sur les réseaux sociaux, les 2 jeunes entrepreneurs vont conquérir un nouveau public, notamment à l'étranger. Aujourd'hui, on doit exporter à peu près 20% de ce qu'on fait, et notamment vers le Japon, avec qui on a une histoire assez longue. Avoir des espadrilles faites en France, faites à Mauléon, qui partent jusqu'au Japon, ça paraît un peu improbable quand même. Ça paraît improbable. Et le jour où on a reçu ces acheteurs étrangers qui sont venus ici vérifier qu'on faisait bien du Made in France, parce qu'on ne leur raconte pas n'importe quoi, aux Japonais, aux Taïwanais, ils sont tous venus. Donc on leur a montré tout le processus de production. Et une fois que ça a été validé, nous on n'en revenait pas. Déjà qu'ils se déplacent à l'autre bout du monde pour venir nous voir ici, vérifier que le tissu est bien, etc. Ce qui les attirait, c'est quoi? Ils venaient chercher ce Made in France. Ah ouais. Et ils étaient venus avec des illustrateurs, des photographes, pour pouvoir expliquer à leurs clients que ce n'était pas du pipeau, que c'était fait ici, etc. Ils venaient chercher un savoir-faire. Mathieu est venu aujourd'hui poursuivre la fabrication d'une espadrille exceptionnelle. Une commande spéciale venue du Japon. Une pièce collector à l'histoire incroyable.
Alors explique-moi Mathieu, pourquoi cette espadrille elle est si particulière? Alors ce modèle en particulier est vraiment exceptionnel parce qu'il est fabriqué, donc toujours à Moléon bien sûr, mais il est fabriqué avec du tissu qui s'appelle du Minsa. C'est quoi? Et le Minsa, c'est un tissu traditionnel japonais qui est fabriqué selon la même méthode depuis 400 ans, au même endroit, sur une petite île qui s'appelle Ishigaki, dans l'archipel d'Okinawa. Alors comment vous êtes retrouvé à utiliser ce tissu-là? C'est une belle histoire. On a rencontré un distributeur au Japon qui travaille avec nous depuis 8 ans et qui un jour est venu avec ce tissu très traditionnel. Donc ce tissu, tout est fait à la main. Donc la couleur, la teinture du fil. Alors c'est un tissu qui est utilisé pourquoi au Japon? Alors à la base, c'est un tissu qui est fait pour faire les ceintures de kimono. Pas les kimonos de sport, le kimono traditionnel, japonais, élégant. De prestige, etc. quoi. De prestige, voilà. J'imagine que pour les Japonais, c'était un signe particulier de reconnaissance de vous demander d'utiliser ce produit-là, ce tissu-là. Alors cette démarche de fabriquer des espadrilles en France, à Moléon, avec ce tissu-là, ça n'a pas été simple. Parce que c'est un tissu qui est protégé. Comme nous, on a des appellations d'origine contrôlée, ce tissu est contrôlé. C'était la première fois qu'on autorisait la transformation de ce produit, de ce tissu, ailleurs qu'au Japon. Donc il a fallu avoir des autorisations du ministère de la Culture et de japonaise. Donc ça a pris un peu de temps. Et c'est tout un long processus qui fait que cette année, on est arrivé à faire les 200 premières paires et qui ont été vendues pour partie, mais essentiellement au Japon, à Okinawa, et un petit peu à Biarritz. Et alors au Japon, une paire comme ça, ça vaut combien? Alors au Japon, elles étaient vendues l'équivalent de 170 €. Cette espadrille, comme les autres, elle a le nom de la marque que vous avez créée, Art of Soul. Soul, comme cette province basque où nous sommes, vous teniez à avoir cet attachement à votre pays basque. L'ADN de cette aventure, c'était de fabriquer ici, de fabriquer en Soul. Et la Soul, on n'en parlait pas énormément, et elle mériterait qu'on en parle encore plus. Mais nous, on a voulu que ce nom ne soit pas forcément avec une connotation ou une sonorité basque ou française. Art of Soul, ça fait très anglais et pas français ni basque, mais il y a la Soul dedans. Et pour nous, la Soul, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour terminer nos escapades soultines, nous repartons en altitude dans les pas de Robert, notre guide pour cette randonnée. C'est un montagnard, un vrai, qui a fait plusieurs fois l'ascension de l'Everest. Ces massifs basques qu'il parcourt depuis l'enfance sont certes moins élevés, mais à l'écouter, ils valent les plus hauts sommets du monde. Tu accompagnes souvent des groupes dans ces montagnes. J'imagine que parfois ils sont surpris non, de découvrir comme moi aujourd'hui des choses qu'on ne soupçonne pas alors que c'est tout proche de nous. Mais tu sais, souvent, on parle du Pays Basque d'une certaine manière. Certains, il y a des gens qui pensent que c'est Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, ça s'arrête là. Ce qui est totalement fou, tu t'en rends compte. Et puis, c'est la richesse, justement, qu'on a voulu te présenter pour nous dire, c'est à nous, mais c'est à tout le monde. On sent bien que ces pierres n'ont pas été disposées en cercle de façon naturelle. Où est-ce qu'on se trouve, Robert? Mais tout d'abord, on se trouve dans un proto-historique de Milagate. C'est un cromlech que tu vois, des cailloux autour. Et ils ont été plantés par des gens qui faisaient partie des premiers bergers basques dans la proto-histoire. Et la proto-histoire, ça se trouve entre la préhistoire et l'histoire, le temps des premiers hommes qui se baladaient dans le coin, qui commençaient à avoir un habitat. Alors, fais-moi un peu une description de ce lieu. C'est quoi exactement un cromlech visuellement? Alors, visuellement, c'est un cercle de pierres qui est autour de nous, avec des pierres qui sont bien rentrées dans le sommet, au milieu. Et en fait, c'était un peu un lieu sacré pour les morts. Ils se préservaient des vivants, du mauvais sens des vivants, et ils étaient un petit peu plus tranquilles. Et en fait, une fois qu'un berger était mort, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un grand foyer à côté, il prenait toujours un site magnifique, et après, ils amenaient les cendres, comme ici, là, tu vois, en plein milieu, il y avait un petit coffre en cailloux et on y mettait des cendres. Et ces cendres avaient aussi une signification. C'était comme si c'était une petite graine qui servait pour une nouvelle renaissance, tu vois. C'est un lieu sacré où on est. Vraiment sacré, voilà. Et vraiment à préserver. On est là, au milieu de ces montagnes, et puis tout d'un coup, ces cromlechs viennent nous parler de cette occupation humaine qui a ses racines profondément ancrées dans le temps. Alors ce qui est fabuleux, moi je trouve à chaque fois que je viens ici, et j'adore venir ici, c'est qu'on peut dans notre imaginaire essayer de fermer les yeux et de voir un petit peu ces gens qui passaient, qui regardaient de beaux paysages, les mêmes que nous regardons actuellement, et je crois que c'est un petit peu ça,
On est un peu nos héritiers, on sera les héritiers de quelqu'un d'autre, tu vois. Je me trompe ou tu es un peu ému quand il vient ici? Je te sens, hein, t'as l'œil qui brille, ça te parle cet endroit. Tu sais que c'est un petit peu la terre qui t'amène ça, puis les cimes, la montagne et tout ça. On est quand même né ici, et puis ça nous rappelle de fortes choses, et puis on est ancré ici, puis on y restera. It's getting late, and I'm looking out my window, waiting for the sun to go down. Another day